La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Zelensky, là-dessus, je crois que c'était ce matin, a déclaré « Aujourd'hui, le principal défi, ce sont les frappes russes. Les États-Unis savent exactement ce dont nous avons besoin, et il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait. Il s'agit de protéger des vies. Ce sont de vraies personnes, des vies individuelles. Un soutien en matière de défense aérienne est nécessaire, et cela exige une décision politique en Europe et dans les pays du G7 aussi. C'était ce matin. Et cela intervient après que, hier soir, le président Trump a dit ceci sur ce sujet. Le président Zelensky affirme que son pays a désespérément besoin de missiles à longue portée ou de batteries de missiles patriotes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il... Enfin, je veux dire, nous aussi, nous voulons des missiles. Vous savez, quand Biden lui a donné autant de choses, Biden a donné pour 300 milliards de dollars de munitions. Vous savez, quand je suis parti, les stocks étaient pleins et il en a donné une grande partie. Maintenant, nous les reconstituons et nous utilisons des munitions très puissantes, très bonnes, mais nous n'aurions pas dû les utiliser. Nous aurions pu utiliser autre chose. Alors, que pensez-vous du président Zelensky après que le président Trump vient de dire cela? Et ils ont eu une rencontre en tête-à-tête. Donc on peut imaginer qu'on lui a dit quelque chose de similaire, qui essaye de contraindre ou de faire honte au président Trump pour qu'il lui donne des missiles dont il peut constater de ses propres yeux que nous n'en avons pas, parce que nous les utilisons ici, dans une guerre qui se poursuit toujours et dont l'issue reste ouverte. Et pourtant, c'est ce qu'il demande. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que c'est absurde. Il est déjà assez clair que les États-Unis ont dit qu'ils allaient simplement récupérer toutes les munitions disponibles dans le monde, dépouiller les défenses aériennes pour les envoyer défendre Israël. Et cela va en soi créer un énorme problème. Mais il n'y en aura certainement aucune pour l'Ukraine. Je veux dire, la trajectoire est très claire. Elle ne va que dans un seul sens. Ils vont récupérer ce qu'ils peuvent, le retirer de quelle terre disponible, et déplacer. Cela se fait déjà pour Israël. Mais le point que je voudrais souligner est double. D'abord, vous savez, on ne peut pas faire ça, puis à la fin de la semaine, dire qu'on va frapper très durement les Iraniens. On ne déplace pas des systèmes de défense aérienne depuis une base éloignée, à l'autre bout du monde. Il faut du temps pour les installer, les organiser, les intégrer au système radar. Enfin, tout cela prend du temps. L'idée qu'on peut simplement récupérer quelques missiles dans des bases américaines à travers le monde, et que cela va changer complètement la donne, je pense que c'est tout simplement irréaliste. Mais d'un autre côté, ce qui s'est passé était tellement prévisible. Et je pense que nous en avions parlé il y a quelque temps dans votre émission. Je dis simplement à quel point cette politique sur laquelle les Européens insistent est dangereuse. Mener des frappes plus profondes et plus lointaines en Russie, dans le but, du moins le suggère-t-il, de faire pression sur Poutine, parce que les Russes seraient ébranlés par les attaques, ils auraient peur. Vous savez, des centres commerciaux de type Wildberries ou Amazon, des dépôts ont été attaqués. Et donc, d'un instant à l'autre, Poutine va sortir et dire qu'il accepte un cessez-le-feu. Encore une fois, il y a vraiment un problème dans les modes de pensée occidentaux, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur du cadre habituel. Ils semblent incapables de comprendre la Russie, ou l'Iran, ou tout autre pays qui ne relève pas de la sphère occidentale. C'est une façon de penser mécanique qui les empêche de comprendre ces choses-là. Et c'est tellement dangereux parce que vous savez, ils s'imaginent que c'est ainsi que ça se passe. Et nous avons entendu Trump et Rubio tenir aussi un discours l'autre jour
dans lequel il disait « Oui, oui, ces missiles qu'ils tirent sur la Russie, vous savez, ils mettent la pression. Ils mettent la pression sur Poutine et il devra accepter un cessez-le-feu. Ils envoient ces missiles sur des stations balnéaires. Nous avons vu des missiles tomber sur la plage, une plage remplie de vacanciers en maillot de bain, avec des gens dans la mer, et des drones ukrainiens fabriqués par des Européens, envoyés en Ukraine pour être tirés sur la Russie, tuent des civils. Il y avait un hôtel dans une station balnéaire, à des kilomètres de tout, avec une piscine, vous savez, des transats autour de la piscine. Il a été attaqué. Des enfants, des adultes y ont été tués. S'ils pensent que cela va changer le point de vue des Russes, alors je ne crois pas qu'ils comprennent la Russie du tout. Cela rend les Russes furieux, vraiment très en colère, mais Alistair, qu'en pensez-vous? Vous avez la perspective qu'ils ne sont pas du tout dans la confusion. Ils savent exactement ce que cela va provoquer. Et ils essaient de provoquer une riposte de la Russie contre l'Ukraine. Cela pourrait être quelque chose d'excessif, qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, entraîner l'Europe ou les États-Unis. Et si vous donniez du crédit à cette possibilité? Non, parce que cela se produit déjà. La Russie mène déjà des frappes massives contre l'Ukraine. Elle a détruit les ports autour d'Odessa. Elle a, de ce fait, réduit l'Ukraine à un état résiduel enclavé. Elle a détruit beaucoup de leurs navires et elle détruit leur secteur agricole parce que les Ukrainiens ne peuvent plus exporter leurs céréales. Vous vous souvenez? C'était un énorme sujet il y a environ 2 ans. Ils devaient exporter leurs céréales parce que, vous savez, c'est à bien des égards le grenier du monde. Et maintenant, ils ne peuvent plus atteindre la mer Noire. La Russie a aussi détruit le pont entre Odessa et la Roumanie. Et ce pont était la dernière liaison. Donc plus aucun navire ne fait escale dans aucun de ces ports ukrainiens de la mer Noire. Et c'en est le prix. Poutine fait donc payer un prix très lourd à l'Ukraine. Enfin, je ne pense pas que, et cela continue, et chaque nuit nous voyons quelque chose de semblable se produire. Je ne pense donc pas que ce soit terminé. Si Zelensky continue d'attaquer des stations balnéaires sur la mer Noire en tuant, vous savez, des gens allongés sur la plage sur leurs serviettes, et ainsi de suite, les Russes ne vont pas jeter l'éponge et dire « Oh, nous nous rendons ». Bien au contraire. Enfin, vous savez, ils ont vécu les attentats tchétchènes, vous savez, dans les métros de Moscou et ailleurs, et pas du tout. Je pense que s'il y a une chose qu'on observe, c'est un sentiment grandissant dans toute la Russie. Il faut mettre fin à ça. Il faut que cela s'arrête et nous allons le faire de manière massive. Nous allons faire ce qui est nécessaire. Donc, toutes ces infrastructures, il y a de grandes parties de l'Ukraine où plus aucune station-service ne fonctionne aujourd'hui. C'est en réponse à ce que l'Ukraine essayait de faire en Crimée. Ils ont donc arrêté toutes les stations-service. Ils attaquent la logistique avec d'importantes frappes de missiles contre des centres de décision. Et je pense que la chose la plus dangereuse de toutes a été cette attaque dans un restaurant ces derniers jours, au cours de laquelle, si j'ai bien compris, 2 généraux de haut rang, des généraux de l'armée de l'air, c'était un événement privé organisé dans un très chic restaurant italien au pied de l'un des bâtiments des 7 sœurs. Ce sont les grands immeubles staliniens. L'un d'eux abrite le ministère des Affaires étrangères, mais d'autres sont privés, et il y avait un restaurant au rez-de-chaussée. Je veux dire, autrement dit, ils ne sont pas sur une artère principale. Ils sont en retrait et ils se distinguent. C'était un événement très prestigieux, et ces généraux y étaient. Quelqu'un est alors venu, apparemment pour remettre un cadeau de mariage aux personnes présentes à cet événement privé.
Et quand elle a été arrêtée par l'agent de sécurité, de toute évidence, quelqu'un qui gérait l'opération a décidé d'appuyer sur le bouton et de les faire exploser tous les deux. Ils sont tous les deux morts. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit, je ne sais pas quelles sont les preuves, je suis loin de tout ça, mais je vous garantis que la plupart des gens en Russie penseront que derrière cela, il y a un service de renseignement. Et probablement un service de renseignement européen qui a effectué le ciblage, vérifié que ces généraux s'y trouvaient et obtenu les détails indiquant que cette réunion allait avoir lieu là-bas. Ils pensent, j'en suis sûr, qu'un service de renseignement américain ou européen en est responsable. Nous nous rapprochons toujours plus du moment où la Russie trouvera une forme de réponse à ces attaques de type terroriste sur le territoire russe, dans des stations balnéaires, sur des plages, lors de mariages. Si l'Occident pense que la Russie va simplement détourner le regard, je crois qu'il commet une grave erreur. Permettez-moi de vous poser la question. Il y a une minute, le président Trump a déclaré « Aucun missile PAC-3 n'arrivait, qu'aucun intercepteur n'arrivait ». Et puis la nuit dernière à Kiev, pour la première fois, du moins publiquement, ce n'était probablement pas la première fois, la partie ukrainienne a dit « Nous n'avons intercepté aucun missile ». Avant, ils affirmaient en avoir intercepté toutes sortes de pourcentages. Mais il y a eu ces images spectaculaires. Oui, celle-là où l'on voit, enfin il n'y a même pas de tentative, même faible, d'interception. Les missiles arrivent et pulvérisent des quartiers entiers du centre-ville de Kiev. Compte tenu de la situation actuelle, que prévoyez-vous pour le reste de l'année? Je veux dire, d'ici à l'hiver, où va cette guerre? Eh bien, je pense que nous entrons dans une période de forte escalade de l'attrition. Je pense que la Russie va continuer à serrer l'étau encore et encore, jusqu'à atteindre ses principaux objectifs. L'objectif principal ici, je pense que c'est assez largement admis, c'est qu'elle obtiendra la Novorossia, c'est-à-dire tout le littoral de la mer Noire jusqu'à l'embouchure du fleuve. Et puis je pense, bien sûr, vous savez, la principale zone qui a clairement été peuplée délibérément par l'Occident depuis la fin de la guerre, où les services de sécurité, l'armée et les services de renseignement ont tous été délibérément pourvus de personnes anti-russes ayant des liens avec la dernière guerre. La Russie ne peut pas traiter avec ce groupe. Elle ne veut pas avoir un groupe docile. Elle ne veut pas être responsable de l'Ukraine occidentale. Mais il faut qu'il y ait à Kiev un gouvernement qui dise « Écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec vous, la Russie. Nous n'acceptons pas votre vision du passé. Nous n'acceptons pas votre vision de l'avenir. Et vous, vous n'acceptez pas notre vision du passé ni notre vision de l'avenir. Mais nous acceptons chacun que l'autre a une perspective légitime qui reflète sa propre population. Et nous devrons faire avec et traiter ensemble. Et je pense que c'est le mieux qu'on puisse espérer voir sortir de cette situation. Qu'il y ait là un gouvernement qui ne soit peut-être pas pro-russe, qui ne le sera pas, qui ne rejoindra pas l'OTAN, qui ne rejoindra pas l'Union européenne, mais avec lequel on puisse faire des affaires dans une relation d'un genre guerre froide, avec un nouveau gouvernement. Eh bien, c'est difficile de contester quoi que ce soit là-dedans, parce que tout le monde semble camper sur ses positions. Et il va falloir que quelque chose les force à changer. Nous verrons bien comment ça va se passer. Dernière chose que je voulais aborder. Je sais qu'on arrive au terme du temps imparti. Vous avez encore quelques minutes? Oui, bien sûr. D'accord. Nous sommes le 7 août et c'est la date anniversaire de l'attaque sur Hiroshima, de la bombe nucléaire qui a été larguée et qui a effectivement mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait un autre groupe dehors aujourd'hui qui commémorait cela en commémorant autre chose dans le
commemorating something else in like that one there. Yeah, this one here. That's Comme celle-là. Hiroshima. Oui, celle-ci, c'est Hiroshima. You can see all Vous voyez tous les... Enfin, regardez simplement l'état des bâtiments détruits et les gravats en dessous, et ainsi de suite. Parce que d'autres disent « Hey, c'est pas la seule chose qu'il faut regarder aujourd'hui. Regardez ceci. » Je suis désolé, je crois que c'est pas la bonne image. Où est-elle passée? Gary, est-ce que je rate quelque chose? Où est-ce que... Voilà, merci. Ce n'est pas Hiroshima, c'est Gaza. Et vous pouvez voir que 15 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur 900 km² à Hiroshima en 1945. Gaza a reçu 200 000 tonnes de munitions sur 345 km². Et vous en voyez les résultats sur place. Même si ce n'était pas une seule explosion, mais quelque chose étalé sur quelques années, l'écart entre les deux est assez choquant. Et vous savez, à l'époque, avec l'Holocauste, on disait « plus jamais ça ». Ce genre de choses, plus jamais. Et pourtant, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la portée de tout cela, même pour l'humanité, et pas seulement pour les gens qui vivent là-bas? Je ne vous entends pas, frère. Voilà, vous m'entendez? Oui, maintenant, je vous entends. Can you hear me? Yes, I can now. The significance of this. I Ce think qui est important ici, je pense, c'est cet immense changement qui est en train de se produire en Occident. Et je ne sais pas très bien d'où il vient, ni exactement quand il s'est produit. Mais rappelez-vous, les États-Unis étaient autrefois une société missionnaire qui cherchait à apporter au monde la réforme, la liberté, la démocratie ou quoi que ce soit d'autre. Et tous ces Européens sont arrivés avec ce message. Faire naître un monde nouveau, une nouvelle Sion, une nouvelle lumière sur les collines pour le monde entier. Puis à un certain moment, cela s'est transformé en un sombre projet manichéen. Je dirais autour du 11 septembre quand cela est devenu de plus en plus. Et vous vous souvenez, Biden s'est tenu devant le Liberty Hall, tout drapé de rouge, et il a parlé du mal. He talked about the evil. Europe and America seems to have dug themselves into L'Europe et l'Amérique semblent s'être retranchées dans un bunker, un vrai bunker, où elles sont le bien, elles sont la lumière, elles sont l'avenir. Et le reste du monde, que ce soit la Chine, l'Iran, la Russie, tout cela sont désormais tellement mauvais, tellement corrompus, qu'on ne peut même pas leur parler. Parce que qui peut servir de médiateur avec le mal? Personne. C'est noir ou blanc, et nous sommes entrés dans cette logique. Et je pense que cela se traduit ainsi. Quand j'entends des gens en Israël dire « Vous savez, ce que nous voulons que l'Amérique fasse et que Trump accepte, c'est détruire les infrastructures de l'Iran pour que, en tant qu'État, il soit incapable de fournir le moindre service à sa population. Nous voulons les détruire pour qu'ils ne puissent plus assurer les services nécessaires à la survie de leur population. » Quelle différence y a-t-il avec cela, si ce n'est qu'il s'agit d'une mort lente, plutôt que d'une mort rapide provoquée par le largage d'une bombe nucléaire sur l'Iran? Ils relèvent tous les deux de la même époque de manichéisme extrême, cruel et irréfléchi. C'est tout simplement, je veux dire, inacceptable pour tout être humain. Au fond de nous, nous avons le sentiment de ce qui, vous savez, fera s'abattre le ciel et la terre sur nos têtes parce que nous avons franchi une ligne. Ce n'est peut-être inscrit dans aucun texte de loi, mais nous savons que parfois il y a une ligne qu'on franchit au péril de son être même. Péril de ce qu'est en tant que personne humaine. Oui, c'est l'une de mes graves préoccupations, surtout au niveau des élites. Et on peut l'observer aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, peut-être de manière égale. Il y a tout simplement, et c'est effrayant à mes yeux, une absence de compassion humaine et de morale dans notre façon de considérer ces autres personnes. Vous parlez de vedettes rapides dans les Caraïbes.
Vous parlez des gens que nous avons tués au Venezuela, de ceux que nous pourrions tuer à Cuba si nous y allons pour attaquer, de ceux qui ont été tués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en Iran ou à Gaza. Dans tous ces endroits, nous ne semblons même pas nous en préoccuper. Et pour moi, c'est un problème culturel. C'est en soi un constat alarmant. Nous devons retrouver cette humanité. Comme vous le dites, je pense qu'elle est en nous, mais elle est endormie chez trop de gens. Et d'une manière ou d'une autre, il faut la réveiller. Oui, c'est de l'empathie. Nous l'avons complètement perdue. Nous sommes incapables de ressentir la moindre empathie pour, vous savez, les Iraniens, à qui l'on dit qu'ils risquent de perdre l'eau, l'électricité, tout ça en plein été, parce que leurs infrastructures vont être bombardées. Pour le peuple palestinien. Pour tous ces peuples pris dans ces guerres, qui sont menées, au fond, principalement pour protéger une sorte de structure économique. Une structure économique fondée, si vous voulez, sur une hégémonie particulière du dollar et sur l'idée de la puissance militaire qui accompagne cette hégémonie du dollar et l'armée. Ce sont en quelque sorte des jumeaux. Ils fonctionnent ensemble au sein de la même structure. Ce n'est pas un objectif qui ait la moindre légitimité morale. Mener ces guerres pour préserver le pétrodollar et l'hégémonie du dollar, c'est un objectif moralement totalement faillite. Cela peut donner à l'Amérique un certain avantage à certains égards. Mais en réalité, je crois que cela finira par détruire les États-Unis de manière considérable. Eh bien, c'est justement ce que j'allais vous demander comme dernière question. Well, that's actually what I was going to ask you. That kind of final question here. I fear that we will not. J'ai peur que nous ne retrouvions pas cette humanité, qu'elle ne se réveille pas à nouveau en nous, et que nous continuions sur cette voie amorale où l'on ne donne pas de valeur aux gens jusqu'à ce que nous soyons nous-mêmes pris dans le retour de flamme de tout ça. Et quand je dis nous, je parle peut-être de l'Occident dans son ensemble, des États-Unis et de l'Europe. Il y a deux guerres différentes, qui pourraient toutes deux engendrer des conflits susceptibles de nous revenir en pleine figure et de nous coûter très cher. Voyez-vous une autre issue que celle où nous devrions payer physiquement le prix de nos propres retours de flamme pour que cela change? Je pense qu'il va y avoir une forme de... Oui, il faut que ce soit une forme de catharsis. Et cela signifie, je pense, que nous allons subir, si vous voulez, une sorte de thérapie de choc en Europe et aux États-Unis sur le plan des conséquences économiques. Sans aucun doute, l'ultra-élite a tout plus ou moins prévu. Elle survivra à tout ça. D'une manière ou d'une autre, elle y arrive toujours. Mais pour les 80% restants, la période va être sombre. Mais malheureusement, le seul élément qui provoque le changement, c'est malheureusement la douleur. Et je pense que tant que nous n'aurons pas subi un certain degré de souffrance, nous ne pourrons pas sortir de cette vision très désinvolte, complaisante et satisfaite de nous-mêmes et du monde, qui nous conduit à condamner les autres à mort. À tirer fierté, comme on l'a entendu le ministre Katz le dire, vous savez, nous avons complètement détruit tant de villages entiers, pas seulement des maisons. Nous avons tout rasé. C'est un désert. Il n'y a plus rien du tout. Personne ne pourra y retourner. Et en tirer fierté, je ne pense tout simplement pas que ce soit tenable. Nous allons nous fracasser contre un mur. We will meet a crash from this.